de l'actualité, élection en Sierra Leone, Julius Maada Bio est légèrement en tête selon les nouveaux résultats partiels publiés ce dimanche par la Commission électorale nationale. En Côte d'Ivoire, pour rendre hommage aux 19 victimes de l'attentat de mars 2016, dans la station balnéaire de Grand Bassam, une course cycliste a été organisée ce dimanche. Et puis au Niger, les professionnels de la communication ont été informés et sensibilisés sur les différents chantiers de l'UEMOA. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. On démarre cette édition par la République démocratique du Congo, où l'ensemble des prêtres dénoncent l'insécurité qui prend une fois encore de l'ampleur, et ce, dans un mémorandum dont le destinataire n'est autre que le nouveau gouverneur de la province du Kasaï central. Pour les prêtres de Kananga, le Forum pour la paix tenu au mois de septembre 2017 n'a rien apporté. Le clergé s'étonne surtout du silence des dirigeants provinciaux face aux cris de détresse et d'indignation de la population. Et afin d'en discuter, Denis Kambayi, le nouveau gouverneur de la province du Kasaï central, a annoncé une rencontre ce lundi avec l'archevêque de Kananga, Monseigneur Marcel Madila Bassamouké. Il devrait aborder la question de l'insécurité évoquée dans le mémorandum des prêtres catholiques. En Sierra Leone, le candidat à l'élection présidentielle du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, devançait de peu celui du parti au pouvoir, Samora Camara. Et ce, selon les nouveaux résultats partiels publiés ce dimanche par la Commission électorale nationale. Selon les nouveaux résultats partiels publiés ce dimanche par la Commission électorale portant sur 75% des bureaux de vote dans chaque province, Julius Maada Bio, le candidat principal parti d'opposition, obtenait 43,3% des suffrages exprimés et Samora Camara, le candidat du parti au pouvoir, 42,6%, soit un écart d'un peu moins de 15 000 voix. La Commission électorale nationale doit proclamer les résultats complets en début de semaine, mais un second tour semblait quasi certain, le seuil pour être élu au premier tour se situant à 55% des voix. Et en cas de second tour, Kande Yumkela, un ancien cadre du SLPP, crédité quant à lui de 6,69% des voix dans cet échantillon, pourrait jouer le rôle d'arbitre entre les deux partis qui se succèdent au pouvoir depuis l'indépendance en 1961. Tout en saluant une campagne généralement pacifique et le bon déroulement du scrutin, les missions d'observateurs étrangers de la société civile, notamment celle de l'Union européenne, ont déploré une augmentation des intimidations et des actes de violence dans la dernière semaine de campagne et après la fermeture des bureaux de vote. En Égypte, un rassemblement a eu lieu ce week-end au Caire en soutien à Moussa Mostafa Moussa, seul opposant au président sortant Abdel Fattah al-Sisi lors de la prochaine élection présidentielle. Toujours ce week-end, la campagne présidentielle a été lancée. Les Égyptiens sont appelés aux urnes du 26 au 28 mars prochain pour le premier tour de l'élection présidentielle opposant le président Abdel Fattah al-Sisi au pouvoir depuis 2014 à un adversaire méconnu du grand public, Moussa Mostafa Moussa. Ce dernier est arrivé in extremis dans ce scrutin alors que les opposants au régime ont été écartés de la course ou ont jeté l'éponge. Président du parti Al-Ghad, proche du pouvoir, il soutenait jusqu'alors Abdel Fattah al-Sisi. Peu importe qui gagne, ce qui compte, c'est que l'Égypte gagne et qu'elle continue de briller. Que ce soit Moussa ou le président Sisi qui gagne, ils ont tous les deux le même objectif, qui est le pays. Nous sommes derrière eux et nous les soutenons. Mais aujourd'hui, nous nous mobilisons pour Moussa Mostafa Moussa parce que nous voulons voir une vie politique différente. La raison pour laquelle le parti GAD est descendu dans les rues et a nommé Moussa Mostafa Moussa est d'enrichir la démocratie et cette saison électorale afin que nous puissions mettre fin aux actions de nos ennemis qui veulent que l'Égypte tombe et reste sans élection.
Alors que l'abstention risque d'être la seule inconnue du scrutin, les partisans du président Abdel Fattah al-Sisi, craignant qu'elle ne soit élevée, ont appelé les Égyptiens à voter en masse. D'après le porte-parole de la campagne du président Abdel Fattah al-Sisi, du porte-à-porte sera également fait pour convaincre les électeurs de l'importance de leur participation. Parallèlement, l'autorité nationale des élections a prié les médias de faire preuve d'objectivité et interdit aux personnalités politiques de participer à la campagne électorale dans l'intention d'influencer positivement ou négativement le résultat des élections. Des cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ancien président Henri Konan Bédié l'ont appelé ce samedi à briguer la présidence en 2020. C'était au cours d'un hommage national à Yamoussoukro. Voici les détails. Les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, exhortent Henri Konan Bédié à briguer la présidence en 2020. Considérant que le président du parti est le meilleur militant actif du PDCI, le réseau des cadres demande à l'ancien président ivoirien d'être disponible aux sollicitations des Ivoiriens pour gouverner la Côte d'Ivoire. Ancien ministre, Henri Konan Bédié, alors président de l'Assemblée nationale, est devenu président de la République en 1993 à la mort d'Houphouët-Boigny. Élu en 1995, il a été renversé 4 ans plus tard par un coup d'État. Surnommé HKB, Bédié était un des principaux ennemis politiques de l'actuel président Alassane Ouattara. Il a ensuite accepté de le soutenir au deuxième tour de la présidentielle de 2010 et lors de la crise ivoirienne de 2010-2011 qui a suivi, puis au moment de sa réélection en 2016. La course à la succession du président Ouattara est déjà ouverte. Son deuxième quinquennat s'achève en 2020. On reste en Côte d'Ivoire où une course cycliste a été organisée ce dimanche. L'objectif de cette course est de rendre hommage aux 19 victimes de l'attentat de mars 2016 dans la station balnéaire de Grand Bassam. Les images. Une centaine de cyclistes ont rendu hommage ce dimanche aux 19 victimes de l'attentat de mars 2016 commis dans la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam. Et ce en la ralliant depuis Abidjan, capitale économique située à 40 km. C'est comme toute commémoration, j'imagine. Il faut penser aux victimes et il faut montrer aux terroristes que c'est le peuple qui gagne, ce n'est pas les terroristes qui gagnent. Nous sommes les amateurs de cyclisme en fait, mais c'est une bonne manière de démontrer notre ouverture. Le terrorisme ne peut pas nous arrêter de se divertir ici en Côte d'Ivoire. Et c'est une bonne manière de le démontrer. Participant à cette course, le ministre ivoirien de la Jeunesse a affirmé que cette course avait été organisée pour célébrer la vie sur l'obscurantisme. À l'initiative de l'ambassade des États-Unis, avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, nous avons initié cette activité pour célébrer la vie sur l'obscurantisme, la vie sur les forces de l'ombre. Il est bon que la vie prévale et ne pas oublier ce qui s'est passé, mais surtout dire non, plus jamais ça en Côte d'Ivoire, plus jamais ça au Burkina Faso, plus jamais ça en Afrique, plus jamais ça dans le monde. Pour mémoire, en mars 2016, des djihadistes avaient ouvert le feu sur la plage et les terrasses d'hôtels et de restaurants de Grand Bassam, faisant 19 morts. Au Niger, les journalistes sont informés et sensibilisés sur les différents chantiers de l'UEMOA. En effet, la représentation à Niamey a réuni les professionnels de la communication autour d'un séminaire pour évoquer la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que ses programmes et projets. Les détails avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. L'intégration sous-régionale, chère au chef d'État de l'espace UEMOA, est dans sa phase charnière, passant ainsi de l'intégration institutionnelle à une intégration des peuples. Dans cette phase, les journalistes sont appelés à être des vecteurs de diffusion et de sensibilisation des peuples à travers la communication. La représentation de l'UEMOA au Niger a donc jugé utile de réunir les professionnels de la communication autour d'un atelier dit spécial d'information sur ces chantiers et les difficultés liées à la libre circulation des personnes et des biens. Le marché commun ne peut pas fonctionner sans la libre circulation, mais aussi ces dernières années, nous avons une situation nouvelle liée à l'insécurité. Et cette question de l'insécurité est venue s'ajouter
aux difficultés que nous avions déjà dans la mise en œuvre des réformes en matière de libre circulation. Mais comme nous l'avons dit lors de ce séminaire, c'est une question vitale au point que nous avons recommandé d'ailleurs que les chefs d'État puissent désigner un de leurs pairs, comme pour les autres chantiers, pour conduire justement ces réformes en matière de libre circulation, pour faire en sorte que les populations, les forces de sécurité puissent aller dans le même sens, qu'on ait à la fois la sécurité sur les biens et les personnes, mais aussi qu'on ait la libre circulation des biens et des personnes. Les journalistes ont partagé leur expérience en matière de tracasserie sur les différents corridors. Malgré les documents de voyage, les passagers sont victimes de rackets de la part des agents de force de l'ordre sur les frontières terrestres. L'UEMOA reconnaît cet état de fait. Les chefs d'État sont interpellés sur l'application et le respect des textes. Lorsque vraiment la personne dispose de ce document de voyage, il doit pouvoir circuler librement dans l'espace sans entrave et sans faux frais. Nous avions adopté les textes et nous nous sommes engagés à appliquer les textes. Les professionnels de la communication se sont engagés à accompagner l'UEMOA dans sa mission et la vulgarisation des textes. Ils ont cependant exprimé le besoin de plus de formation pour se spécialiser. Au moins 252 migrants ont été secourus ce samedi. Ils tentaient de rejoindre l'Europe par la mer. Plus de précisions à travers ce reportage. 140 migrants, dont 14 femmes et 4 enfants, avaient été récupérés sur une embarcation à 16 000 marins au nord de Zaouïa. Ils ont été ramenés à la base navale de Tripoli avant d'être transférés vers un centre de rétention, à en croire un officier de la marine. La deuxième opération s'est déroulée à 30 000 marins de Garabouilly, où 112 migrants, dont 30 femmes et 3 enfants à bord d'un pneumatique, ont pu être secourus. De même, un adolescent de 14 ans atteint de leucémie et ses 2 frères aînés d'origine libyenne qui voulaient qu'ils soient soignés en Europe ont été secourus samedi alors qu'ils dérivaient sur un canot de fortune au large de la Libye. L'opération s'est déroulée samedi. En effet, il semble que le moteur de leur canot soit tombé en panne. Selon le ministère de l'Intérieur, l'Italie a vu débarquer 5 457 migrants depuis le 1er janvier, soit 65% de moins que l'an dernier à la même période. Depuis la fin du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye est en effet devenue une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants d'Afrique subsaharienne cherchant à rallier l'Italie, dont les côtes ne sont qu'à environ 300 km de celles de l'ouest libyen. Et puis, réélection ce dimanche à la tête du Front national de Marine Le Pen. La leader de l'opposition prend ainsi départ pour un 3e mandat comme prévu, ce qui abolit le titre de président d'honneur jusqu'alors occupé par son cofondateur historique, Jean-Marie Le Pen. Le parti français d'extrême droite, Front national, a réélu dimanche à sa tête Marine Le Pen pour un 3e mandat. À 49 ans, la seule candidate a recueilli 100% des suffrages exprimés. Il y a eu 2,87% de bulletins blancs ou nuls. Les quelques 1500 militants présents au congrès du parti à Lille ont par ailleurs approuvé à 79,7% des voix exprimées les nouveaux statuts supprimant la présidence d'honneur. Ce titre avait été confié à Jean-Marie Le Pen, qui a présidé le parti durant 39 ans. En raison de ses propos polémiques répétés sur la Shoah, le fondateur du FN avait déjà été exclu du parti en 2015 par sa fille, qui lui a succédé à la présidence en 2011. L'exclusion de Jean-Marie Le Pen avait donné lieu à une longue bataille judiciaire entre le père et la fille. Samedi, le patriarche, qui jouit encore d'une grande popularité parmi les sympathisants du FN, ne s'est pas rendu au Congrès. Il a préféré passer son samedi à dédicacer dans une librairie parisienne ses mémoires dont le succès a entraîné un retirage. La finaliste de la présidentielle entame ainsi un 3e mandat à la tête du parti qu'elle a pour ambition de dédiaboliser afin de le transformer en parti de gouvernement. Pour parachever cette stratégie, Marine Le Pen devrait proposer aux militants un nouveau nom du parti. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.